Société, actualité, critique, échange, information. C'est la nature du débat qui ne paraît pas être à la hauteur. Messieurs, non, alors, ne nous fâchons pas, hein. Non, laissez-le. Non. Il ne fera jamais se fâcher. Jamais frapper personne, jamais. Ne nous fâchons pas. Votre émission de débat sur Radio Pulsar. Bonsoir à toutes et à tous sur Radio Pulsar et bienvenue dans l'émission Ne nous fâchons pas. La thématique de ce soir dans notre émission de débat, ce sera l'Europe. L'Europe, on en parle avec Florian et Besma comme tous les soirs. Bonsoir à tous les deux. Et bonsoir à tous. Et on en parle avec Dominique Bria, bonjour. Bonsoir. Alors vous nous rejoignez ce soir, on vous avait déjà retrouvé dans cette émission une fois précédente, on avait parlé ensemble des grandes régions, à l'époque des élections des grandes régions. Là ce soir la thématique c'est l'Europe. Alors pourquoi l'Europe ? Parce que c'est le mois de l'Europe, le mois de mai bien évidemment. On retrouve énormément d'événements sur Poitiers, puisque c'est le joli mois de l'Europe qui est porté par de nombreuses institutions dans le coin. Et on a retrouvé notamment avec Florian, dans un entretien récent, Elisabeth Morin-Chartier, qui est donc eurodéputée et qui est questeur au Parlement à Strasbourg en l'occurrence, avec qui on a eu un entretien qui a été assez long. On a abordé plein de thématiques dont découleront les thématiques de ce soir. Après avoir un peu posé les bases de ce qu'est l'Europe avec Besma, on abordera ces questions-là. Quelle place pour les grandes régions dans l'Europe, on parlera aussi du traité transatlantique. Alors non pas du traité en lui-même, mais va-t-il être imposé ou non par l'Europe à la France, et puis de là découle un peu la question, quel est l'impact de l'Union européenne sur les politiques locales, et on parlera aussi du Brexit, c'est un peu la question en plus, mais en même temps c'est la question qui arrive bientôt, le 23 juin, le référendum en Grande-Bretagne, donc on ne manquera pas de s'interroger là-dessus. Mais avant tout, pour bien démarrer cette émission comme on le fait à chaque fois, on va essayer d'expliquer bien les choses. Tout d'abord avec toi Besma, l'Europe, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Tu nous as fait une chronologie de l'Europe. Alors oui, donc on va parler aujourd'hui de l'Union européenne. Donc il m'a semblé intéressant de retracer brièvement l'histoire de la construction de l'UE. Donc aujourd'hui l'UE compte 28 pays, dont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et enfin la Suède. Donc l'Union européenne s'est construite progressivement depuis 60 ans et ça a commencé le 9 mai 1950 avec le ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman qui appelle à la mise en commun des productions de charbon et d'acier de la France et de l'Allemagne au sein d'une organisation ouverte aux autres pays d'Europe. Puis le 18 avril 1951, donc la Communauté européenne du charbon et de l'acier, donc la CECA, est créée pour une période de 50 ans, avec la signature du traité de Paris par 6 pays qui sont la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Allemagne. Puis le 25 mars 1957, 2 traités sont signés à Rome par les 6 pays européens ayant participé à la création de la CECA. Et le premier institut, donc la Communauté économique européenne, qui a pour but la mise en place d'un marché commun, et le second, la Communauté européenne de l'énergie atomique, dite Euratom. Donc en 1968, ensuite, donc, les droits de douane entre les 6 membres de la Communauté économique européenne sont totalement supprimés et un tarif douanier commun est mis en place aux frontières extérieures de la Communauté économique européenne. Et on a en 1973 un premier élargissement donc, de la CEE avec l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni. Puis en 1981, on passe à l'Europe des 10 avec la Grèce qui entre dans l'Union européenne. Puis en 1985, on a la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Allemagne qui signent à Schengen des accords prévoyant la suppression progressive des frontières entre ces États et la libre circulation des personnes. Mais la convention d'application n'est entrée en vigueur qu'en 1995. En 92, on a eu le traité de Maastricht, donc une citoyenneté européenne est instituée, les pouvoirs du Parlement européen sont renforcés et l'Union économique et monétaire
terre est lancé. Le traité de Maastricht est entré en vigueur en 93. Puis, donc en 99, on a 11 des États membres qui forment donc la zone euro. Donc ces États sont l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et l'Allemagne. Et donc l'euro devient officiellement la monnaie légale de ces États. On a la Grèce qui a rejoint la zone euro en 2001, la Slovénie en 2007, Chypre et Malte en 2008, la Slovaquie en 2009, l'Estonie en 2011, la Lettonie en 2014, la Lituanie en 2015 et ça a fait passer la zone euro de 11 États à 19. Donc les pièces et les billets en euros n'ont été mis en circulation qu'en 2002. La France et les Pays-Bas ont dit non au projet de constitution européenne en juin 2005. Et en 2013, on a eu l'Europe donc des 28, avec la Croatie qui est devenue le 28e membre de l'Union européenne. Et la population de l'UE atteint désormais plus de 508 millions de personnes. Donc on s'aperçoit que l'Union européenne, qui avait commencé par un accord entre la France et l'Allemagne, compte aujourd'hui 28 pays membres. Et au fil des années, elle n'a cessé de s'étendre, et pas seulement géographiquement. Donc on peut alors se demander aujourd'hui quel est l'impact et la place de l'Union européenne sur notre pays aujourd'hui. Et ça va être effectivement la question un peu fil conducteur tout au long de l'émission. Alors on s'est dit, vu que la dernière fois qu'on vous a reçu, Monsieur Bria, c'était pour parler des grandes régions, on va raccorder un peu avec ce dernier sujet. Et effectivement, on s'est un peu posé la question avant de démarrer l'entretien avec Elisabeth Morin-Chartier. On s'est dit, tiens, c'est marrant, les grandes régions françaises, elles ressemblent un peu aux Länder en Allemagne, aux grandes régions en Espagne. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir, est-ce qu'il y a un rapport en fait à ce que la France a fait? Elle nous a précisé, c'est le premier truc qu'elle a dit, attention, les grandes régions, c'est une décision nationale. Elle a bien insisté là-dessus. Je me dis que c'est ce que vous allez dire. Oui, elle a tout à fait raison, parce que quand on parle de grandes régions pour la France et qu'on veut les comparer aux Länder allemands, d'abord c'est une fausse ressemblance, parce qu'il n'y a pas de comparaison possible entre l'importance d'un Land allemand, ses pouvoirs, ses ressources et nos régions françaises. Dans un cas, on est dans un système fédéral, dans l'autre cas, on est dans un système unitaire. Donc cela n'a pas grand-chose à voir. Alors je vous propose qu'on écoute sa réponse et on la commentera ensemble juste après. Vous allez voir, vous êtes à peu près du même avis. Vous savez ce qui est essentiel, c'est pas la taille des régions, c'est les responsabilités qu'on donne aux régions. Et là, la France est encore loin de compte. Ça n'est pas parce qu'elle a redécoupé les régions, qu'elle les a agrandies, qu'elle a donné aux régions l'ensemble des responsabilités qu'ont, par exemple, les régions italiennes ou les régions espagnoles, ou vous preniez l'exemple des Länder allemands. Pourquoi ? Parce que, par exemple, je vois une région comme la Toscane en Italie. Le président de région Toscane, il a un vrai pouvoir, en particulier, il a la responsabilité des politiques de santé, de tous les hôpitaux de la région Toscane, une vraie responsabilité en matière éducative, une vraie responsabilité en matière d'équipement routier, etc. Donc, les présidents de régions français n'en sont absolument pas là. Est-ce que les régions sont des interlocuteurs de l'Europe ? Oui. Elles le sont. Elles le sont parce que l'Europe, elle, est très décentralisatrice, contrairement à ce que certains veulent dire. Et l'Europe traite avec les régions, signe les programmes opérationnels d'aménagement des régions, vous savez, les programmes qui utilisent les fonds FEADER, les fonds d'aménagement du territoire, ou par exemple toute une partie du Fonds social européen, le fonds d'intégration professionnelle, dont moi je m'occupe dans les 28 États membres, 86 milliards d'euros. Ça, nous le traitons avec les régions. Parce que l'Europe, elle veut donner aussi un véritable pouvoir aux régions.
Et c'est donc là, à cet endroit-là, qu'on retrouve un peu ce que vous disiez. Donc voilà, il ne faut pas mélanger ce qui ne peut pas être mélangé. Et ça a été dit et clairement dit. On est tout à fait d'accord là-dessus. Les nouvelles grandes régions françaises n'ont rien à voir avec ce que peut être un Länder en Allemagne. C'est un État fédéral. On ne parle pas du tout de la même chose, on est bien d'accord. Maintenant, la question qu'on se posait, c'est au niveau de ce dialogue dont parle Madame Morin-Chartier entre l'Europe et les régions. C'est un peu, on voit l'Europe, la présentation de Besma en fait foi, c'est un regroupement de pays qui collaborent économiquement, socialement, etc. Mais là, il y a un dialogue avec les régions dans un pays. Est-ce qu'il n'y a pas je sais pas, on pourrait envisager l'idée que c'est un peu l'ingérence quelque part, non ? Non, parce qu'on est très très loin de cela. Je dirais que dans la présentation faite par Madame Morin-Chartier, on a en effet une excellente analyse de ce que peuvent être des régions très différentes dans l'Europe. Et il est évident que, étant à Bruxelles, elle est en mesure de comparer avec ses collègues italiens. Elle a parlé de la Toscane, ses collègues allemands, ses collègues espagnols, des communautés autonomes, ses collègues belges. On est dans un État fédéral en Belgique. En France, ce n'est pas le cas. En revanche, ce qui est vrai, c'est que lorsqu'il s'agit de fonds européens et des fonds qui sont extrêmement importants et que l'on connaît trop mal en France, eh bien là, en effet, les régions, pour ce qui est de la gestion ou de l'utilisation de ces fonds, les régions sont devenues l'interlocuteur majeur. Alors c'est vrai que quand vous regardez une carte de l'Union européenne, telle que ces cartes peuvent être diffusées par l'Union elle-même, vous avez parfois des cartes qui vont jusqu'à la première subdivision. Et dans ce cas-là, en effet, on aura une carte sur laquelle figurera la Toscane, figurera l'hyper-région du Sud-Ouest que nous sommes en train de construire. Mais on est en réalité, bien entendu, dans des situations différentes. Et de là à dire que tout est décidé par Bruxelles, on en est très très loin parce que notre grande difficulté en France, c'est de comprendre ce que peut être le fédéralisme, justement, qui serait plutôt la philosophie possible d'une construction européenne que l'État unitaire comme nous le connaissons en France. Effectivement, Florian, tu voulais en parler d'une union fédérale. Exactement, moi ce que je me pose comme question, à travers ce que vous avez dit, est-ce que vous rêvez quelque part de cette conception fédéraliste en Europe ? Est-ce que c'est un rêve accessible ? Alors c'est un rêve accessible parce que les choses ne se font pas du jour au lendemain, parce que c'est vrai, j'ai des convictions, et que dans ce domaine, et aussi parce que je connais bien l'Allemagne, et que je vois que si ce pays marche bien, il y a beaucoup d'explications. Il y en a notamment une, c'est ce caractère fédéral. Tout est loin de là. Tout n'est pas décidé à Berlin. Et quand vous regardez les institutions allemandes, elles sont un petit peu éparpillées sur tout le territoire. L'équivalent du Conseil constitutionnel allemand, il est à Karlsruhe, c'est-à-dire à 700 km de Berlin. Imaginez le Conseil constitutionnel à, je ne sais pas moi, à Carcassonne. Ouais, mais dans ce cas-là, aujourd'hui, avec le montée du nationalisme, du populisme, c'est difficile d'y croire. Non, c'est pas difficile d'y croire parce que quand vous avez une conviction, vous travaillez à ce que cette conviction s'élabore. Et il faut bien voir que un des gros problèmes de l'Europe, c'est sa méconnaissance totale. Ça, on est d'accord là-dessus. Méconnaissance totale, pourquoi ? Eh bien parce que finalement, nos gouvernants, ils ont une fâcheuse tendance à accuser l'Europe à chaque fois. À accuser l'Europe quand ça va mal. Exact. Et quand ça va bien, là, ils tirent la couverture à eux. Or, il faut savoir comment fonctionne l'Europe. L'Europe, c'est pas la Commission qui décide. La Commission, elle propose, elle exécute. Qui est-ce qui décide ? C'est le Parlement européen et ce sont les États à travers le Conseil des ministres, etc. Or, qu'est-ce que l'on constate ? C'est que lorsque des décisions sont prises à Bruxelles, elles sont prises par les États qui oublient bien vite de dire « c'est nous qui avons pris la décision ». J'ai toujours une petite formule que j'aime bien utiliser,
c'est de dire que le train qui va de Paris à Bruxelles, on l'appelle le train Thalys. Et on devrait lui donner un autre nom, on devrait l'appeler Alzheimer. Parce que quand nos ministres prennent ce train, ils vont à Bruxelles, ils prennent des décisions, et quand ils ont pris ces décisions, ils reviennent à Paris, et ils ont complètement oublié que ce sont eux qui ont pris les décisions, et alors ils vont accuser Bruxelles. Voilà. Et justement, on aura l'occasion d'en reparler quand on parlera du traité transatlantique, puisque c'est justement un des points sur lesquels Elisabeth Morin-Chartier a tenu à insister. On reviendra là-dessus. Juste avant, pour rester dans la première thématique de notre émission, c'est-à-dire quelle est la place de l'Europe dans la vie des citoyens. Alors notamment, forcément, on s'est demandé quelle est la place de l'Europe pour les citoyens poitevins, notamment. À cette question-là, on a eu une réponse de Elisabeth Morin-Chartier qui nous a expliqué ce que faisait l'UE dans le quotidien des gens qui habitaient ici. Je vous propose qu'on écoute ensemble sa réponse et encore une fois qu'on prenne le temps de l'analyser ensemble. Vous la voyez au quartier des Couronneries, ou vous la voyez au quartier des Trois Cités, par exemple, ou à Bel-Air, dans toutes les rénovations de l'office d'HLM pour des économies d'énergie. L'Europe est là. Elle impulse dans le cadre du FEDER ou du FEADER des fonds qui permettent une préservation de l'environnement et une économie d'énergie. Ça, c'est une grande politique européenne. Donc l'amélioration de l'habitat qui débouche sur des économies d'énergie et d'abord des logements sociaux, c'est l'Europe. Vous la voyez sur le campus, sur tel laboratoire de recherche qui fait des recherches extrêmement pointues, les grands équipements de recherche, c'est l'Europe. Vous le voyez sur le site du Futuroscope, l'ANSMA, tous les laboratoires de recherche sur les nouvelles propulsions, mais aussi sur la recherche spatiale. C'est l'Europe. Vous le voyez à Pôle emploi, où les politiques de retour à l'emploi des chômeurs, d'entrée des jeunes dans l'emploi, de retour spécifique des femmes à l'emploi, parce qu'elles ont été victimes de la crise, parce qu'elles étaient sur des contrats précaires, des temps partiels, des emplois à faible salaire, ou sur l'allongement de la vie professionnelle. C'est l'Europe, à travers le Fonds social européen. L'Europe est partout. Il devrait y avoir des drapeaux européens partout. Parce que le viaduc, la nouvelle grande passerelle qui relie Poitiers-Ouest à Poitiers-Centre, c'est l'Europe. L'Europe est partout. Ma seule grande misère que j'ai au fond de mon cœur, c'est que si j'étais espagnole ou irlandaise, il y aurait des drapeaux européens partout où l'Europe met des fonds. C'est le cas ? En Espagne et en Irlande ? C'est le cas en Espagne et en Irlande. Et dans d'autres pays, au Portugal et ailleurs. Mais ici, je trouve qu'on n'est pas bien fiers. On a un petit peu l'Europe honteuse. Et moi, je trouve que l'Europe fait de trop belles choses pour qu'on la cache. Alors, on va... je garde les parties qu'elle a citées avant, peut-être sous le coude. Le coup des drapeaux, bon, j'imagine que c'est une manière aussi d'aborder cette question-là, mais quelque part, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Dominique Breillat ? Je crois que... Est-ce qu'on a l'Europe honteuse en France ? Je dirais pas qu'on a l'Europe honteuse, mais on a peut-être la France parfois un peu trop cocorico. Surtout quand les choses vont bien, quand il y a des choses qui sont faites. Alors je sais pas s'il faudrait des drapeaux européens partout, mais quand vous avez telle ou telle réalisation, vous savez qu'il y a des logos. Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de réalisations sur lesquelles on devrait en effet mettre ce logo de l'Union européenne, parce que c'est vrai, il y a une très très grande diversité, très grande variété en ce qui concerne les interventions de l'Europe par ces fonds européens qui sont évoqués par Elisabeth Morin-Chartier. Et je partage tout à fait son point de vue lorsqu'elle évoque l'Espagne ou l'Irlande. Bon, je suis très heureux parce que après-demain, je serai à Dublin et je pense que là, je verrai plus de drapeaux européens que je n'en vois à Poitiers. Et un des pays qui m'avait le plus frappé pour cela, c'est le Portugal. Le Portugal a bénéficié
formidablement de l'Europe pour son développement. Mais le Portugal, lui, a eu, je dirais, l'honnêteté de mettre en effet que telle ou telle réalisation, c'était grâce à des fonds européens. Sans doute grâce aux efforts des Portugais, parce que les Portugais ont fait des efforts tout à fait exceptionnels. Mais je crois qu'en France, en effet, on préfère dire « c'est moi qui l'ai fait ». Et alors justement, quand elle parle de la rénovation d'habitat pour l'environnement, des laboratoires de recherche, du retour à l'emploi, tout ça, quelque part, est-ce que vous disiez tout à l'heure, la France a tendance à tirer un peu la couverture à soi? Est-ce que la France est peut-être parmi les je sais pas, les plutôt bien lotis de l'Europe? Vous dites que le Portugal a bénéficié des aides de l'Europe. On est plutôt dans les bien lotis plutôt... Il y a des domaines où on a été particulièrement bien lotis. Je pense que c'est l'agriculture, par exemple. Ah oui, parce que l'agriculture française n'existerait pas. Et ça, les agriculteurs ont parfois du mal à le comprendre. L'agriculture française n'existerait pas s'il n'y avait pas eu l'Union européenne. Alors, ce qu'il y a aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est que parfois, en effet, il y a des pays qui vont bénéficier plus. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont plus besoin. L'Europe, c'est aussi une solidarité, il ne faut pas l'oublier, bien évidemment. Florian ? Oui, mais ce que vous dites, c'est un peu paradoxal par rapport à ce qui s'est passé avec la crise économique de 2008, où on a accusé, que ce soit les pays comme l'Espagne, le Portugal, on a accusé fortement l'Europe d'être à l'initiative de cette crise économique, et finalement, ils gardent quand même un attachement envers cette Union européenne. Enfin, comment vous pouvez décrire cette situation-là? Alors que nous, Français, on se détache complètement, on est en train de se détacher complètement de l'Union européenne. Oui, alors je dirais pas que la crise économique, elle trouve son origine, ou la crise financière, elle trouve son origine en Europe. Je crois que moi, j'irais plutôt en chercher l'origine outre-Atlantique. Je pense qu'il faut être clair. Oui, il y a eu des reproches sur les politiques économiques et monétaires. Mais il a fallu, en effet... Alors pourquoi? Mais parce qu'il y a aussi... Là aussi, il y a des choses qu'il faut comprendre, qu'il y a des politiques qui sont menées au niveau européen, qui sont décidées au niveau européen, et que, notamment, dans ces politiques, il y avait des pays qui, eux, avaient fait d'extraordinaires efforts. Je pense à certains pays baltes, par exemple. Et il faut se mettre à la place de ces pays qui, eux, avaient fait des efforts pour avoir une situation financière plus saine et qui ont constaté que d'autres pays ne faisaient pas les mêmes efforts. L'Irlande a fait des efforts démesurés. Alors avec l'Irlande, vous trouvez ce problème maintenant, c'est que l'Irlande, qui était dans une situation difficile, a été très aidée par l'Union européenne. Elle a bien travaillé et maintenant, on lui dit, non, maintenant vous n'avez plus besoin. Alors les Irlandais vont être tentés de dire, si on avait su, on en aurait moins fait et on continuerait à nous aider. Non, c'est pas quelque chose qu'il faut voir à la lumière de son propre pays, c'est sur l'ensemble de l'Europe. Vous l'avez dit, il y a 28 pays. Il est évident qu'aucun de ces pays n'est semblable à tous écarts, quel que soit le domaine. Alors justement, vous parlez de l'Union dans son ensemble, une future décision ou pas qui va impacter l'ensemble de l'Europe, c'est le traité transatlantique. On commençait justement à vous parler de l'impact outre-Atlantique, on comprend bien que vous parlez des États-Unis. On a posé des questions. Il y a aussi le Canada. Et il y a aussi le Canada dedans, oui. Effectivement, qui a bonne part. On va se garder ça pour une deuxième partie de l'émission. Je vous propose qu'on fasse une courte pause musicale et on se retrouve juste après dans Ne nous fâchons pas. C'est Angle Boogie de General Electric, ce qu'on écoute tout de suite. Everything you say comes out angular. You got cubes dripping off your tongue. You're feeding us corners, but you know it would be okay if what you said was nice. You shoot elbows from your mouth, they can't be negated. You walk into a room, the view gets pixelated, killing smiles on faces, lips turn blue.
said 3 words for your entrance, I call it triangle. 8 words in a sentence. Les étoiles en plus. De retour sur Ne nous fâchons pas, il est 18h27 bientôt sur le 95.9 et c'est le morceau Angle Boogie de General Electric qu'on vient juste d'écouter. Dans Ne nous fâchons pas ce soir, nous débattons de l'Europe, de l'impact qu'elle a sur les citoyens. On a passé la première partie de l'émission à se poser les questions de savoir quel impact elle avait sur les citoyens poitevins, notamment sur nous donc. On en parle avec Florian et Besma comme tous les mardis et avec Dominique Breillat. J'avais mis politologue, mais je sais jamais trop comment vous présenter. Politologue, c'est bien. Oui, ça marche bien. C'est des choses dont on parle. Vous avez beaucoup de choses à dire dans les domaines de la politique, en tout cas, ça c'est certain. Alors, je le disais juste avant la pause, une des discussions que nous avions eues avec Elisabeth Morin-Chartier, qui est eurodéputée donc au Parlement européen, avec qui on avait eu un entretien avec Florian, nous lui avons parlé du traité transatlantique, le TTIP, mieux connu sous le nom de TAFTA. Alors, on n'avait pas parlé du fond de ce qu'il y avait dedans, parce que c'était pas l'intérêt de la question. L'intérêt de la question, c'était beaucoup de citoyens français ont émis une espèce de crainte que cette décision soit imposée à la France. Alors justement, on lui a posé cette question-là, aussi simple que ça, est-ce que le TTIP est imposé par l'Union européenne à la France? On écoute sa réponse. Comme tout à l'heure, vous allez voir, je pense que vous allez retrouver sur pas mal de points, et on l'analysera ensemble ensuite. C'est le Conseil des chefs d'État et de gouvernement qui a donné le mandat de négociation à la Commission européenne. Donc, Monsieur le Premier ministre de la France ne peut pas se marginaliser par rapport à ce que la France a confié à la Commission européenne. Mais vous voyez, il ne faut pas d'amnésie entre l'un et l'autre, il faut quand même se souvenir. Qui est responsable de quoi? Le Parlement européen a ensuite fixé les lignes rouges de négociation. La France ne peut pas dire... Oh là, ça brûle, on sent de la contestation en France. Mais non, nous, rien du tout. Pas du tout. La France siège au Conseil. La France a une position au Conseil. Et la France a donné le mandat de négociation. Deuxième point. Est-ce que, une fois que le traité transatlantique sera négocié, ce qui va demander encore de longs mois de négociation, est-ce que, et qu'il sera ratifié par le Conseil, dans lequel la France siège, et par le Parlement, qui est l'émanation de la représentation des citoyens, est-ce que la France pourra se tenir à l'écart? Mais je dois dire une chose. Vous voulez que je prenne une comparaison? C'est comme si le maire de Poitiers disait « Ah ben, il y a la sécurité sociale partout en France, mais nous, à Poitiers, non. On refuse la sécurité sociale. » Le train Alzheimer, donc. Ce dont vous parliez tout à l'heure. Oui, je doute fort qu'Alain Claes ne veuille pas de sécurité sociale à Poitiers. C'était peut-être pas le bon exemple. Si, je pense que c'est... Il faut être capable, et Madame Morin-Chartier le fait très bien, est capable d'avoir des images, finalement, pour peut-être mieux faire comprendre les choses. Mais il y a quelque chose qui est évident dans ce qu'elle a dit, c'est que pour que ce traité puisse être approuvé, il faut à la fois les États de l'Union européenne et il faut le Parlement européen, chose qu'on oublie un petit peu. Et je trouve assez dommageable de constater que ce sont les élections européennes qui sont les élections auxquelles on participe le moins, alors que ce sont sans doute devenues aujourd'hui les élections les plus importantes. Et ce qui est tout à fait triste, c'est qu'au Parlement européen, on a une très grande, malheureusement, quantité de députés qui ne font pas leur travail. Alors, c'est pas le cas de Madame Morin-Chartier, qui fait un remarquable travail, et c'est pas lié à une couleur politique. Auparavant, nous avions dans un autre parti politique, Bernadette Vergnaud, c'était le même type de député, le type de député qui faisait un travail tout à fait admirable. Mais malheureusement, on a un peu l'impression que ce sont des exceptions, alors que vous avez des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui ont des députés très efficaces. Alors, faut pas s'étonner qu'à partir de ce moment-là, ils soient plus entendus à Bruxelles ou à Strasbourg. Oui, effectivement, c'est l'impression qu'on peut avoir parfois. Aussi, pour revenir un peu à cette question de la décision
imposée entre guillemets donc par l'Union européenne sur la France. Donc, la réponse est assez claire. Hein. Non, la France s'est engagée alors en tant que nation, parce que du coup au moment où la France s'est engagée, justement, c'était pas le même gouvernement à cette époque-là. Donc on a, disons, engagé la nation dans ce discours-là. Et il y a autre chose, effectivement, et que vous amenez un peu dans votre réponse qui me semblait tout à fait intéressant, c'est la notion de cette décision est prise aussi par les parlementaires européens qui sont élus par le peuple. Et ça, et on en a d'ailleurs discuté aussi avec elle, on a un peu perdu cette vision-là. On a l'impression que les citoyens français, poitevins, ou d'ailleurs, se sentent pas tant européens que ça, ou n'ont pas conscience de ça. Et c'est dû notamment par le manque d'informations, c'est ce qu'on disait en début d'émission. On n'est pas capable de dire, voilà, c'est l'Europe, c'est l'Union européenne qui a élaboré ce genre d'infrastructure, qui entame des procédures au niveau des fonds pour favoriser telle chose, et on a du mal, en France ou dans d'autres pays, je pense, de voir ce côté-là, ce qui reflète exactement les résultats des dernières européennes. Oui, et encore, vous avez des pays où on vote encore moins que chez nous. On atteint tout juste les 20% de participation en Slovaquie, par exemple. Et là, on peut être assez surpris de constater cela dans un pays qui a renoué avec la démocratie pluraliste seulement depuis 25 ans. Mais c'est vrai que le citoyen européen ne connaît pas. Alors, je dirais qu'il ne connaît finalement pas plus le fonctionnement des institutions européennes qu'il ne connaît le fonctionnement des institutions nationales. C'est une de mes vieilles idées qui veut que en France l'enseignement de l'éducation civique est à un niveau qui est proche du niveau 0. On ne sait pas comment fonctionnent nos institutions alors qu'on est appelé à voter pour. Et c'est la même chose pour l'Europe. On est appelé à voter pour les élections européennes. On ne sait pas comment cette Union européenne fonctionne. Cette Union européenne, c'est une union de droit avec notamment une juridiction qui fait en sorte que le droit communautaire est véritablement respecté partout. Et je suis bien placé pour vous parler de cela parce qu'il se trouve que celui qui, depuis le mois d'octobre, préside la Cour de justice de l'Union européenne, c'est un de mes collègues belges, Koen Leenaerts, qui est en même temps l'un de mes amis et avec qui nous avions monté des programmes Erasmus il y a plus de 25 ans, même plus, maintenant 30 ans. Nous avions monté des programmes Erasmus pour les étudiants en droit. Et je connais bien cette personne, c'est quelqu'un d'une compétence tout à fait exceptionnelle. Et on a à Bruxelles, en effet, des gens qui, dans les différentes institutions, travaillent remarquablement, alors qu'on donne toujours une image négative. Et malheureusement, comme le citoyen et Internet jouent un rôle extrêmement, je dirais, néfaste à cet égard, parce que tout et n'importe quoi circule sur Internet, et la conséquence, c'est que le citoyen français ne sait pas en réalité ce qui se passe dans l'Union européenne et, j'allais dire, dans les 27 autres pays. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur le traité transatlantique. On vous invite à réécouter une émission précédente de Ne fâchons pas, dans laquelle on avait eu l'occasion de parler pendant 1 heure. Si vous vous demandez pourquoi on ne développe pas le sujet, en voilà la raison. Et maintenant, je reviens à l'impact de l'Union européenne. On parle des institutions, on parle des puissances politiques qui sont en présence au Parlement. Il y a des députés qui bossent plus que d'autres, ça on est d'accord. Il y a de manière assez étonnante des élus eurodéputés qui jouent contre l'Europe. Ça, c'est toujours un truc qui m'a surpris, mais il y en a un paquet. Bien sûr, quand même. Il y en a beaucoup, et notamment dans la représentation française. Oui, voilà, dans les partis d'extrême droite. Alors, Elisabeth Morin-Chartrand nous dit des extrêmes droites comme des extrêmes gauches jouent le jeu. Il faut éclaircir un peu le paysage. Maintenant, c'est pas les seuls. Les hommes et femmes politiques qui ont des sièges au Parlement européen ne sont pas les seuls à avoir un impact sur la société européenne dans son ensemble. Non, certainement pas. Et alors, vous avez justement quelque chose qu'en France, on ne veut pas voir. C'est ce que l'on appellera le lobbying.
les groupes de pression. En France, peut-être parce que nous sommes un pays catholique où l'argent est toujours considéré comme quelque chose d'un petit peu tabou, en France, on n'a jamais voulu véritablement prendre en considération ceux qui existent réellement. Dans un pays comme les États-Unis, il y a longtemps que ce lobbying, ces groupes de pression, c'est quelque chose que l'on a constaté et que l'on a essayé d'encadrer. Et ce qui est certain, c'est qu'il faut en effet savoir faire pression auprès de Bruxelles. Mais bien évidemment, il s'agit de faire pression de la façon la plus honnête qui soit. Il ne s'agit pas de questions de corruption ou quoi que ce soit. C'est évident. Mais ça, on ne sait pas faire en France. Et je dirais que on n'a pas voulu comprendre un petit peu, ou on n'est pas capable de comprendre le fonctionnement des institutions européennes. Et l'exemple que j'ai par rapport à ça, ce que vous dites, c'est la loi du secret d'affaires qui est développée, qui a été votée récemment par le Parlement européen, où on peut voir quand même que c'est du lobbying qui a mis une certaine pression pour qu'on ne dévoile pas le contenu de certains Bien évidemment, produits. chacun cherche à faire pression, c'est logique. Mais vous savez, en France, quand vous avez une loi qui est adoptée, c'est la même chose. Vous avez des groupes de pression qui interviennent, mais on n'en parle pas. On veut nous faire croire que quand une loi a été adoptée, elle a été adoptée en tout bien, tout honneur par des parlementaires contre d'autres parlementaires. Pas du tout. Les groupes de pression existent en France et c'est bien connu. Alors, à noter qu'à Bruxelles, ça en est à un tel point et tellement encadré et assumé, j'ai envie de dire, parce que, attention, des lobbyistes, alors il y en a des qui sont moins appréciés de la masse et d'autres qui le sont plus, parce qu'il y a aussi des lobbies pour l'environnement, pour la protection des animaux, etc. Oui, mais c'est moins sûr, on en parle moins souvent, étrangement. À noter qu'à Bruxelles, il y a carrément une école du lobbyisme et certains groupes de pression ont leur bureau dans le Parlement. Enfin, il y a une installation, ça fait partie de l'institution. C'est il est évident qu'on a intérêt à être présent à Bruxelles. Mais vous savez, pour les décisions françaises, c'est pas à Poitiers que vont s'installer les responsables, même pas à Bordeaux. C'est à Paris qu'ils vont s'installer. Je dirais que ça, c'est tout à fait logique. D'une certaine logique, en tout cas, c'est certain. Je vous propose qu'on refasse une petite pause à nouveau et qu'on se retrouve dans un instant pour la suite et fin de cette émission, dans laquelle on va essayer de regarder un peu vers l'avenir, vers le 23 juin, jour du référendum pour les Britanniques sur Brexit ou pas Brexit, c'est un peu la grande question du moment. On a eu du mal, mais on a fini par avoir un semblant de réponse de la part d'Elisabeth Morin-Chartier, qu'on découvrira ensemble juste après. Je vous propose d'abord qu'on écoute ensemble le morceau Papoose Ant Wants to Dance. À tout de suite sur Pulsar. De retour dans l'émission Ne nous fâchons pas, il est 18h41 dans cette émission. Le thème du débat de ce soir, c'est l'Union européenne et son impact sur la société française et poitevine. Ça a été les grandes thématiques que nous avons abordées jusqu'à présent. On a notamment aussi parlé rapidement des décisions prises par l'Union européenne. On a parlé des lobbyistes juste avant la pause musicale.
On reprend maintenant pour parler de l'actualité de l'Union européenne. Alors voilà, à prendre avec des pincettes puisqu'elle est encore à venir. À un moment donné, se posait la question de savoir si la Grèce allait rester dans l'Union européenne ou pas. C'était plutôt sur des questions financières à l'époque. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne va-t-elle... le Royaume-Uni va-t-il rester dans l'Union européenne ou pas, ce qu'on appelle le Brexit. Les citoyens outre-Manche vont être invités à voter le 23 juin pour un référendum. Alors, on en a parlé avec Elisabeth Morin-Chartier quand on a eu le plaisir de la recevoir. On sent que c'est une question difficile. Dominique Breillat, vous nous disiez, voilà, vous aviez un collègue dans les institutions européennes. J'imagine que vous n'en avez pas qu'un seul. Vous connaissez un peu du monde là-bas quand même. Un petit peu, voilà. J'imagine que c'est une question qui doit agiter un peu dans les couloirs du Parlement. Oui, alors c'est une question, bien entendu, qui ne peut pas laisser insensible parce que le Royaume-Uni, c'est quand même l'un des très grands pays de l'Union européenne et il est évident que, quel que soit, je dirais, l'opinion que l'on peut avoir sur ce référendum, de toute façon, un départ de du Royaume-Uni aurait des conséquences importantes pour l'Union européenne, mais aussi pour le Royaume-Uni lui-même, parce que ça fait partie des choses que l'on voit maintenant de plus en plus apparaître dans le débat. Et ce sont des éléments qui vont peut-être peser dans un sens ou dans un autre. Eh bien justement, je vous propose qu'on écoute les éléments que Elisabeth Morin-Chartier, qui est donc eurodéputée, a mis en avant, et puis on continue à en discuter ensemble juste après. Les Anglais en Europe, est-ce que le Brexit serait une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce que c'est toujours bien que les Anglais soient en Europe en voulant toujours prendre le manche, c'est-à-dire les commandes, mais en se disant... voilà, vous devez faire ça, mais nous, on est sur le marchepied. Et donc, on a ce qu'on appelle l'opt-out, c'est-à-dire la possibilité de décider que nous, on ne fasse pas la même chose que les autres. La règle pour tout le monde, mais nous, on peut être à côté. Non. Moi, ce n'est pas mon concept de l'Europe. Alors, dans ce discours-là, on rejoint un peu une idée dont on parlait au début de l'émission. L'Europe, c'est un tout, c'est une fédération, pas vraiment, mais en tout cas, c'est travailler ensemble. Oui, on est très loin d'une fédération en ce qui concerne l'Europe, bien évidemment. Mais dans ce qui est dit par Elisabeth Morin, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont tout à fait exactes. Le fait que la Grande-Bretagne n'est pas liée partout, par exemple, elle n'est pas liée par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors, il faut dire aussi qu'il y a d'autres pays qui ont obtenu sur tel ou tel point la possibilité d'être en dehors de telle ou telle politique, telle ou telle décision. La République tchèque, la Pologne ont obtenu aussi certaines facilités. Et c'est vrai que le Royaume-Uni, par cette idée de l'opting out, finalement, donne peut-être un mauvais exemple. Et le fait est que dans les discussions qui ont eu lieu avant que ne soit véritablement lancée la campagne en Grande-Bretagne, M. Cameron a réussi à obtenir certaines concessions. Jusqu'où ces concessions pourront aller, il y a le risque qu'un jour il y ait un point de rupture. Ceci étant, M. Cameron se devait de donner du grain à moudre pour ceux qui étaient encore hésitants, et c'est ce qui explique cette attitude. Alors, ce qui est certain, c'est que pour les Britanniques, les choses ne sont pas simples. Vous avez eu récemment, le 5 mai, vous avez eu des élections locales en Grande-Bretagne. Alors, ces élections locales, je dirais qu'on ne les a pas toutes vues. Dans ces élections locales, la seule chose que l'on a vue, c'est la victoire de M. Sadiq Khan à Londres. Bon. Mais ce que l'on n'a pas vu, c'est par exemple le résultat des élections à l'Assemblée régionale d'Écosse. Or, en Écosse, précisément, le SNP, c'est-à-dire le Parti nationaliste écossais qui est au pouvoir dans l'Assemblée régionale écossaise et qui, lui, est contre la sortie de l'Union européenne, il a remporté un remarquable succès. Et Nicola Sturgeon, leur leader, a dit « Attention ».
si la Grande-Bretagne veut, ou l'Angleterre, parce que ce serait plutôt l'Angleterre, veut quitter le Royaume-Uni, nous, à ce moment-là, nous relancerons le référendum sur l'indépendance. Les choses ne sont pas évidentes. Et vous avez notamment en Grande-Bretagne une institution quand même qui n'est pas sans importance, c'est la CT. Et la CT voit avec grande inquiétude la victoire du Brexit, bien évidemment. Florian ? Oui, exactement, c'est ce que je voulais citer. Vu qu'il y a énormément d'Européens, même énormément de Français à Londres, la victoire de Sadiq Khan est l'exemple parfait que la volonté, du moins de Londres, de vouloir rester dans l'Union européenne contre l'avis de l'ancien maire qui était Boris Johnson, qui est en train de faire campagne pour la Brexit face à son ami, entre guillemets, David Cameron. Mais ce qui fait peur, en tout cas, c'est, comme le disait Elisabeth Morin-Chartier, c'est le fait que le Royaume-Uni voulait s'investir en Europe, mais tout en étant à part dans les politiques. Par exemple, la politique économique, elle voulait avoir dans les négociations, elle voulait avoir une main mise sur la politique monétaire dans l'Union européenne, Exactement, alors qu'ils ont une monnaie différente pour pouvoir favoriser leur économie. Non, ce qui est à craindre s'il y avait un Brexit aussi, c'est une sorte de théorie des dominos. C'est-à-dire que d'autres États soient tentés de dire, vous voyez, les Britanniques quittent, eh bien nous, on va quitter. Et il y a des événements auxquels on n'a peut-être pas tellement, là encore, prêté attention parce que on ne va pas suffisamment voir ce qu'il y a dans les autres pays. Mais vous avez eu, par exemple, le référendum aux Pays-Bas au mois d'avril. Le référendum au mois d'avril aux Pays-Bas portait sur l'approbation de l'accord avec l'Ukraine. Et les Néerlandais ont voté non. Alors certes, la participation a été faible. Il n'empêche que on a eu, dans un pays qui est quand même l'un des pays fondateurs de l'Union européenne, et qui, comme la France d'ailleurs en 2005, avait voté non, on voit des tendances de plus en plus eurosceptiques. On voit en Allemagne la montée de la AfD, Alternative für Deutschland, c'est-à-dire un parti ouvertement eurosceptique et qui, aux élections locales, a obtenu des résultats qui ne sont pas négligeables. Donc il y a tout ce mouvement qui pourrait être renforcé par une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Alors, ça ne veut pas dire que tous les eurosceptiques soient forcément les bienvenus. En Grande-Bretagne, Madame Le Pen en a fait assez cruellement l'expérience. On a fait les frais, oui, effectivement. On s'en souviendra. Pour revenir quand même à cette question, notamment de la monnaie. Alors, il se trouve que c'est un hasard total, mais j'étais là le 1er juillet. Alors, Besma, tu vas me rappeler la date à laquelle la Croatie a rejoint l'Union européenne, 2012, 2013 2013. 2013, voilà. Alors, j'y étais en Croatie ce jour-là, et justement j'en ai profité pour leur demander, puisqu'ils ont la monnaie croate, le kuna, je leur ai dit, tiens, du coup, je savais pas à l'époque, est-ce que vous allez avoir l'euro ou pas ? Ah non, surtout pas, nous de l'euro, on n'en veut pas. Et on sent bien que dans l'Europe, alors on a senti chez Elisabeth Morin-Chartier, chez Daniel Cohn-Bendit, dont on parlait aussi, chez vous aussi, on sent une espèce d'aspiration optimiste à une Europe fédérale qui travaille ensemble, main dans la main, sur un pied d'égalité, mais qui s'adapte aussi aux situations particulières de chaque pays. On sent que l'idéal commence à être un peu par là. Et en même temps, on sent quand même que dans les populations, on le voit avec la montée des partis populistes et eurosceptiques, une espèce de un peu logique en même temps, hein. On veut les trucs bien, on veut pas le reste, la monnaie oui mais non, ou alors on garde la nôtre et on choisit de faire ce qu'on veut de l'euro comme veulent faire les Britanniques, ou alors on prend l'euro mais que quand il est montant. Alors, est-ce qu'à un moment donné on va réussir, est-ce que l'Union européenne va finir par devenir ce projet ? Elle finira par le devenir un jour, parce que quand on regarde tout ce qui a pu être fait depuis le discours de Robert Schuman le 9 mai 1950, il y a eu des avancées tout à fait considérables. Vous savez, le problème, c'est qu'on a tendance à oublier un certain nombre de choses. On oublie par exemple en France la situation qui était celle de notre monnaie, avec des dévaluations régulières. Moi, je garde un très mauvais souvenir de vacances passées avec des Allemands. Je n'avais pas suffisamment d'argent et c'était le week-end. Mes amis allemands m'avaient prêté de l'argent. Manque de chance, pendant le week-end, il y a eu une dévaluation du franc français. Je dois dire que là, j'étais convaincu des vertus de l'euro.
Et vous savez très bien que quand l'euro a été lancé, on disait que si on passait dans tous les pays de l'Europe, de l'Union européenne d'alors, et qu'à chaque fois on changeait l'argent que l'on avait sans dépenser quoi que ce soit, si vous étiez parti avec, mettons, 100 francs français, à la fin, il ne vous restait plus que 50 francs français. Bon, maintenant, on a oublié, par exemple, ce qu'était la galère, véritablement, en 82, par exemple, quand il s'agissait, ou 83, quand il s'agissait de voyager en Europe. Moi, j'ai le souvenir d'être allé en Norvège à cette époque-là. Je peux vous dire que je n'osais rien dépenser parce que je savais pas du tout. D'abord, j'avais le carnet de change. Je n'avais pas le droit d'emporter beaucoup. Et puis, je me dis, bon sang, si j'ai une panne de voiture, qu'est-ce que je vais faire, etc. On ne se rend absolument pas compte de ce qui a été apporté. Et c'est la même chose quand vous entendez les critiques sur Schengen, mais faut savoir un petit peu ce que représente Schengen. Schengen, c'est pouvoir aller en Belgique, de pouvoir aller en Allemagne sans être arrêté à une frontière. Et je ne parle pas, bien entendu, pour les entreprises qui exportent, parce que c'est avant tout pour cela que ça a été fait, Schengen. C'est pas du tout pour notre confort de touriste, c'est avant tout pour empêcher qu'il y ait un surcoût pour les produits que nous exportons, par exemple dans l'agroalimentaire, pour qu'il ne puisse pas y avoir, je dirais, un coût supplémentaire dû à l'attente aux frontières. Et aussi aux travailleurs qui peuvent se déplacer en Europe. Évidemment, mobilité géographique, on en a parlé aussi avec Elisabeth Morin-Chartier. Malheureusement, ce soir, il est 18h53, on n'aura pas le temps d'en parler. Je conclurai du coup sur ces dernières questions. Donc, une Europe fédérale, ça a l'air d'être un peu un optimum. Alors, on en parlait aussi avec l'eurodéputée Elisabeth Morin-Chartier, notamment en termes de pouvoir, et alors je vais mettre un peu des pincettes sur ce mot-là, elle nous disait dans 25 ans, 30 ans, 50 ans, est-ce que la France, est-ce que l'Allemagne auront toujours une place légitime au G8, au G20, là où des gros pays vont émerger, vont gagner en puissance, ou alors est-ce que c'est l'Union européenne qui aura ce pouvoir-là, cette place-là, est-ce que nos pays individuels vont pouvoir garder leur poids politique à l'international? Alors, je sais que Madame Morin-Chartier a beaucoup travaillé sur cette question prospective, sur ce que l'on sera en 2050. Bon, je serai pas là pour vous en parler. Il n'empêche que c'est vrai que à l'intérieur d'une Union européenne, on sera certainement plus fort au point de vue poids si on veut discuter avec les États-Unis, avec la Chine ou certains pays émergents. Je parlerai peut-être pas trop du Brésil actuellement qui connaît bien les difficultés, mais je parlerai de l'Inde par exemple. Donc je crois que sur ce plan-là, en effet, il faut comprendre que nous, on est un petit pays, que ça nous plaise ou pas, on est un petit pays, que l'Allemagne est un petit pays. Même si on a l'impression que c'est un pays tout à fait fort sur le plan économique, la Grande-Bretagne est un petit pays. Mais l'Union européenne, ça, c'est une force, bien évidemment. Donc on en reste sur cette vision européenne des choses. Oui, je vous en prie. Oui, non, je voulais simplement dire, pour conclure, que tout à l'heure, votre slogan publicitaire, c'est de dire que Pulsar, ce sont des étoiles supplémentaires. Moi, je dirais qu'on a 12 étoiles sur le drapeau européen, et ce que je veux, c'est qu'elles scintillent d'une façon éclatante. On aura cœur à le noter. Bon, ben peut-être que, espérons que des élus de notre environnement géographique vous auront entendu. Peut-être qu'on verra des drapeaux européens fleurir à droite à gauche, là où les projets européens auront été portés dans les régions. Merci beaucoup, en tout cas, Dominique Breillat, d'avoir été des nôtres ce soir pour aborder ce vaste thème qui est celui de l'Europe. Je vous invite évidemment à réécouter notre émission donc sur les